on a parlé de changement, d'expérimentation. Je pense que l'exposé de Tom va aussi rentrer dans cet axe-là, d'un petit peu, finalement, venir nous pousser dans le dos aussi. Alors, on peut être poussé dans le dos par sa facture. On peut peut-être être poussé dans le dos peut-être pour des choses un peu plus nobles qu'une facture. Et c'est, je pense, une partie de ton propos. Bonjour. Oui, donc comme c'est marqué, je suis Tom Boller, je travaille au département Géosciences, Environnement et Société. Je suis enseignant-chercheur, prof. J'enseigne essentiellement pour un master en sciences et gestion de l'environnement. Et je suis de formation économiste. Et je fais des recherches sur la question des gouvernances des alternatives sous toute une série de formes différentes. Ouais, je suis aussi accessoirement, mais ça prend de plus en plus de place et ça me fait beaucoup plaisir, une sorte de second couteau ou troisième ligne ou quelque chose comme ça de l'initiative de durabilité au niveau de l'institution et en particulier de la personne qui va vous parler juste après, Charline Urbain ici, qui est vice-rectrice au développement durable ou à la développement durable. Et donc je m'occupe dans ce cadre-là, enfin je conseille les forces vives de l'institution sur les questions de recherche. Donc, quand Benjamin est venu, il m'a dit oui, on va un truc comme ça, un petit colloque sur le sol Bosch et tout ça. Je me suis dit, en fait, je vais essayer de construire une espèce de tableau sur à quel degré, non pas particulièrement le campus, mais les utilisateurs, les acteurs du campus contribuent à faire changement, à faire société, parce qu'ici on est tous ensemble, on est très 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 multidimensionnels et on est de différentes natures, et donc quelque part on est une sorte de micro-société, mais on fait aussi partie du reste de la société, de Bruxelles, comme ça a été beaucoup répété aujourd'hui, mais même de l'Europe, et pour ça il y avait la dame de la Commission, enfin qui est toujours là. Donc on fait société avec, on est société, et donc quelque part il faut se poser la question, quelle est notre emprise, quelle est notre levier en tant qu'utilisateur et acteur de l'université, que vous soyez chercheur comme moi, ou prof comme moi, ou conseiller comme moi, ou étudiant, ou peu importe. Comment ça s'insère en fait dans une transition plus large, dans une transformation plus large, dans un changement plus large de la société? Parce que je crois que, enfin peut-être que non, mais en tout cas, moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose de structurel à changer aussi. Donc je vais vous expliquer brièvement comment moi, j'arrive à faire sens à peu près un tout petit peu en utilisant des concepts d'autres personnes sur comment ces changements sociétaux sont censés se représenter. Et puis, je commence à spéculer un tout petit peu sur comment on peut s'insérer dans ces dynamiques. Et c'est un espèce d'exercice ouvert, donc j'espère que vous participez à ça et qu'on peut essayer d'en faire sens collectivement. Alors, ça marche? Ouais. Donc, en 3 temps, d'abord une espèce de petite explication, un peu de conceptualisation, et puis je passe aux acteurs, donc à nous tous, et puis j'essaie de finir sur les dynamiques auxquelles on est censé, auxquelles on voudrait, auxquelles on doit participer, et qui s'ouvrent à nous quelque part. Donc, comment? Alors, je suis un peu étonné, mais peut-être pas, parce que c'est pas... Normalement, je parle dans les colloques sur des transitions socio-écologiques et face à des gens de ce sort-là. Et donc, à chaque fois, on commence avec ces représentations-là, donc qui constatent, en fait, la misère, en quelque sorte, ou la pression face à laquelle on est. Donc, Michel ne l'a pas fait, et ça m'étonne un tout petit peu, en quelque sorte, parce que il a plusieurs fois posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à cette facture électrique et cette facture de gaz et nanana, et c'est clair qu'aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup parce qu'elle tend à croître de façon exponentielle, donc elle pose un problème financier et budgétaire à l'université. Mais dans les fonds, je crois que la raison pourquoi Michel fait ce travail-là, c'est parce qu'il a ça dans sa tête, quoi. C'est qu'il y a toute une série de transformations qui sont en route au niveau du globe, de nos sociétés, qui posent des problèmes énormes et qui ouvrent des défis en fait, qui sont totalement inédits et qui nous demandent de changer. Donc il y a évidemment toute la question énergétique qui se transmet, je crois, se traduit en des défis climatiques qui sont réels. Le premier exposé a dit que la Commission, en tant qu'institution, va tendre, je crois que c'est 2030, à une sorte de zéro carbone, ou net zéro carbone. Ce n'était pas très clair, je n'ai pas réussi à poser la question, mais je me suis aussi posé la question, ce que vous faites avec les gens qui travaillent à la maison. Est-ce que leurs émissions vont ou pas? Donc il y a toute une série de questions qui sont difficiles, mais quelque part, les changements climatiques,
Moi, je suis convaincu de ça, mais ça parce que je ne travaille pas beaucoup sur les changements climatiques. Je crois que c'est un problème moindre, dans le sens qu'il est relativement maîtrisable, parce qu'on peut en parler avec des métriques qu'on connaît, et Michel en a montré toute une série. On sait à peu près convertir un output énergétique en gaz à effet de serre, et c'est une opération en fait assez bête de multiplication avec un facteur de conversion. Et on maîtrise ça avec des lois de physique, physique et chimique assez basiques. Ici, sur ce graphe, vous avez 7 ou 8 autres défis globaux qui sont, pour certains, beaucoup plus inquiétants. Et parmi les premiers, je crois, les questions de biodiversité. Alors, je sais qu'il y a l'un ou l'autre exposé qui va toucher aussi à ça, mais c'est clairement quelque chose qui est très peu sur notre radar. Alors que si on parle campus, c'est un endroit, c'est un espace, et donc il a surtout aussi une fonction, évidemment, écosystémique, en tant qu'entité spatiale dans l'écosystème bruxellois. Et qui a une certaine importance, parce qu'on est évidemment une sorte de phase de transition entre le bois de la Cambre, là, et le reste du quartier. Mais pourquoi tout ceci nous inquiète? C'est parce que, je crois implicitement, à part Vladimir, on veut éviter ça. Vladimir, il a totalement disjoncté, donc il est sur une trajectoire de cet ordre-là, mais je crois tout Européen sensé, il essaye d'éviter ça. Les catastrophes, la disparition de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, alors peut-être pas aussi dramatique que sur l'île de Pâques, bien évidemment, et les choses sont à nuancer, on est dans une transition, donc on cherche, on va peut-être trouver certaines solutions ou pas, mais tout ça va aller à un prix. Si ceci devrait nous inquiéter, ce n'est pas juste pour notre petit bien, c'est en fait plus profondément parce qu'on a envie de replacer la question des écosystèmes différemment par rapport à l'humain. Et je crois que ça, c'est vraiment un défi du XXIe siècle que beaucoup d'entre nous commencent à véhiculer. Et je crois que ce repositionnement de l'humain, il doit être assez extrême dans notre environnement d'aujourd'hui. Donc, de venir d'une idée d'utilisation des ressources, de l'espace environnemental, des capacités de charge, on doit venir à quelque chose qui est représenté ici dans un tableau qui nous met finalement à notre réelle place, qui est une place très, 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 très infime et qui doit nécessairement être très humble face aux dynamiques écosystémiques. Alors évidemment, il y a toute une série de forces vives au sein de l'université qui ont compris ça, et je suis super content de mon coup, parce que j'ai pris une photo que Michel a aussi utilisée, qui est une photo de Michel, qui montre quelque part ce qui se passe pour l'instant à l'ULB. Donc ça, c'est pas uniquement évidemment à l'ULB, c'est un mouvement beaucoup plus large, mais c'est un mouvement qui, je crois, est très important et qui est une des raisons pourquoi on a toute une série d'initiatives plus ou moins institutionnalisées qui se passent sur le campus et qui essayent de prendre en compte les défis socio-écologiques qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc ici, c'est une photo qui a été prise, je ne sais plus exactement la date, mais c'est lors d'une marche d'un vendredi, avant le confinement, donc ça a dû être 19, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est assez évident, je crois, il y a toute une petite communauté comme ça, alors petite, dans un certain sens petite, mais quand même petite, qui s'est retrouvée dans ces marches pour le climat, et à un moment donné, il a été décidé qu'on va porter un banner, enfin que la communauté elle-même a décidé que quelqu'un portera un banner avec l'ULB, et qu'il faudrait faire en sorte que les acteurs institutionnels, donc les officiels, les représentants, soient vraiment présents et mis en avant aussi dans ces marches qui étaient des marches purement, comme vous le savez, purement d'activistes et de citoyens et de jeunes conscients des dangers. Ok, ça c'était le contexte quelque part, et donc j'essaye de vous montrer un tout petit peu comment est-ce qu'on peut conceptualiser ces transitions, ces changements, ces transformations qui nous attendent. Et j'utilise quelque chose qui maintenant est devenu une espèce de standard dans mon petit coin de recherche, mais qui a déjà vu ce graphe? Ok, aucun des étudiants n'a vu ça. Tiens, vous êtes étudiant en architecture? La question est la suivante. Si on est d'accord que le monde, pour faire simple, dans son ensemble, nos sociétés européennes en particulier, doivent changer vers quelque chose de différent, c'est comment on peut faire ça. Et donc, avant de se poser la question de comment on peut faire ça, on essaie peut-être de regarder comment ça s'est fait dans le passé. Et il y a des historiens, des changements technologiques ou sociotechnologiques, sociotechniques,
qui ont dressé plus ou moins ce graphe-là. Alors, on peut beaucoup critiquer ce graphe, mais il a une fonction qui est assez intéressante, c'est qu'il est pédagogique, et donc il est facilement véhiculable, et donc je l'utilise. Dans ce graphe, il faut lire 3 couches. Il y a une couche en haut qui est le paysage, qui représente l'évolution, les grandes tendances. Les grandes tendances, c'est qu'aujourd'hui, on est conscient qu'il y a des problèmes de changement climatique, de perte de biodiversité, de toute une série de choses comme ça. On est conscient que peut-être aujourd'hui, depuis 6 mois, depuis 1 an, géopolitiquement, on n'est pas sur la même trajectoire que celle qui a régi l'Europe depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. On est face à quelque chose qui est évidemment des tendances globales économiques. On est dans un monde qui est globalisé, qui s'accélère davantage, qui fait des relocalisations, délocalisations à tout va, et qui pose une série de problèmes très sérieux d'emprise sur le système, sur la machine économique. Donc tout ça, c'est le paysage. Il évolue avec des espèces de choses qui sont assez profondes et qui sont finalement assez peu maîtrisables, qui sont là quelque part et qui concourent à expliquer, à montrer l'évolution du contexte en quelque sorte, de l'air ambiant si vous voulez. Au milieu, nous avons un régime, et le régime, il caractérise ce que nous avons ici. Donc là, nous avons colloque. Colloque, c'est une activité tout à fait traditionnelle, peu spectaculaire dans un cirque universitaire. Il y a des colloques aux universités depuis je ne sais pas quand, mais au moins depuis 150, 200, 300 ans. Donc on fait ça depuis très 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 longtemps et c'est pas très innovatif. Ça veut dire que c'est pas intéressant ou qu'il faut pas plus le faire, mais c'est juste ça fait partie de la façon usuelle de faire science, de faire communication, de s'informer, de discuter, de débattre au sein d'une université. Les régimes sociotechniques, il y en a plein. Bruxelles en est plein. L'université en fait partie, et ça c'est un peu l'originalité. L'université elle-même, elle était un régime. La façon dont on génère de l'information scientifique et qu'on la fait passer vers les étudiants, vers l'extérieur, vers les commanditaires des recherches, vers la presse, vers je ne sais pas quoi. L'université, l'ULB fait partie d'un régime, elle consolide un régime. La façon dont on fait science, il n'y a pas un endroit plus traditionnel et moins évolutif que la façon dont on fait recherche et science. On fait recherche et science, aujourd'hui, quand moi je fais recherche et science, c'est exactement sur les mêmes registres, ou à peu près, il y a des variantes évidemment, mais c'est à peu près la même chose que quand ça faisait du temps de, je ne sais pas, de Marie Curie ou peu importe quoi. Donc l'ULB, elle est un régime, elle fait partie d'un régime. Dans le régime ici, le régime est configuré par toute une série de choses, mais donc aussi par la dimension scientifique qu'il y a très dans ce régime. Donc le régime, par exemple, de la mobilité, il est caractérisé par le tout à la voiture, qui est une voiture particulière, qui est une voiture à combustion interne, mobilité individuelle, à propriété individuelle et des choses de cet ordre-là. Mais l'université fait partie de ces régimes-là parce qu'elle travaille à ce registre de mobilité. Il y a toute une série de centres de recherche à l'ULB qui travaillent pour ce type ou dans ce type de régime. Un régime est caractérisé par ses acteurs industriels, par la technologie, par la culture, par toute une série de dimensions de cet ordre-là. Il a ceci de particulier qu'il est extrêmement coriace. Il a une fonction primaire en termes d'inertie. Un régime ne change pas, ou peu, ou très très lentement, ou seulement à des moments très précis. Et évidemment, si on essaye d'être conscient du fait qu'il faut changer très 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 rapidement l'ensemble de la société, donc à peu de choses près tous les régimes dans lesquels on puise, cette inertie pose un problème assez fondamental. Alors la façon traditionnelle d'approcher ces changements de régime, c'est par la troisième couche qu'il y a sur ce graphique-là, qui est tout en bas, qui sont les niches, qui sont les alternatives, qui sont traditionnellement, dans un entendement scientifique et à l'université, qui sont les innovations. Si on veut changer quelque chose dans le régime de la mobilité urbaine, il suffit, entre guillemets, d'inventer, de mettre sur place des innovations technologiques, donc de changer par exemple le moteur. Si c'est les émissions qui nous énervent, changeons d'un moteur thermique, combustion thermique, moteur électrique, et ainsi de suite. Donc innovation technologique dans un premier sens, mais puis aujourd'hui on est beaucoup plus loin, quelque part, heureusement ou malheureusement. Si on veut changer le régime de mobilité, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas passer vers quelque chose d'autre, vers un autre type de mobilité, vers du cyclisme, donc en changeant totalement, quelque part, la technologie, mais aussi le comportement, et ainsi de suite, quoi. Donc des niches, des alternatives qui, vous voyez, sont représentées avec toute une série de petites flèches comme ça, parce qu'il y en a beaucoup.
et que ce n'est pas très bien défini. Il y en a beaucoup qui se concurrencent aussi sur la mobilité. Si vous allez dehors, il y a des trottinettes dans les buissons, il y a de la STIB, il y a des vélos, il y a des vélos partagés, il y a des vélos électriques, vélos machin, vélos ceci, vélos cela. Il y a des poppies, donc des voitures, il y a toute une série de choses à peu près qui représentent toutes ces petites flèches qui, quelque part, ont l'ambition de faire changer le régime socio-technique. Alors parfois de façon plus ou moins révolutionnaire, parfois juste sur un micro-élément. L'enjeu s'est changé avec toute une série d'influences qui viennent d'en haut. Le paysage pousse vers la prise en compte des changements climatiques, et en bas, il y a toute une série d'alternatives qui s'excitent et qui essayent de prendre une place dans la reconfiguration du régime. Donc là, le tableau est relativement simple. Donc la société qui change sous une double impulsion, d'en bas et d'en haut. Si on veut que la société change, on peut s'orienter peut-être à essayer de faire partie, alors soit des alternatives, donc en poussant vers un certain type de recherche à l'université, soit en poussant quelque part au niveau du paysage, donc en manifestant par exemple, parce que comme ça on crée en fait bien sûr de la conscientisation, de la prise en compte pour les questions climatiques. Donc l'université joue dans tout ça, aussi bien au niveau des alternatives qu'au niveau du paysage, qu'au niveau de la dimension scientifique et technique, quelque part, du régime. Et puis l'université elle-même en fait tout un tableau comme ça. Parce que l'université change. On a parlé de digitalisation, on n'a plus besoin de bibliothèque, on a parlé de toute une série de... On n'a plus besoin demain de salles de cours peut-être. On a toute une série de choses de ce genre-là qui sont présentes dans toute la société, évidemment, mais qui sont aussi très, très, très présentes, particulièrement dans cet espace très restreint qui est comment faire université, comment faire formation. Parce que faire université, c'est amusant, mais c'est peut-être pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est peut-être de former des gens, de faire passer de l'information qui est construite méthodologiquement et ainsi de suite. Donc peut-être qu'il ne faut même plus faire université, mais qu'il faut changer totalement de registre. Donc une attention particulière sur le régime. Une attention particulière sur les niches. Et puis, peut-être ce qui manque, c'est de se poser la question dans un entendement beaucoup plus dynamique, à savoir de comprendre ce qui se passe au milieu, de quand les alternatives et le paysage et certaines bonnes volontés du régime en place se mettent ensemble en quelque sorte, ou commencent à fonctionner au diapason pour commencer à faire changer vraiment les choses. Et là interviennent évidemment quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé, ce sont les relations de force. Parce que s'il y a inertie, ça veut dire qu'il y a toute une série de gens qui ont intérêt à ce que ces inerties, évidemment, se produisent, et qu'il y a aussi peu de changements que possible. On se compris, nous tous, parce que nous participons évidemment tous également au régime. Donc se pose la question par rapport à ce qu'il y a en face, en fait, quelque sorte. Donc quel type de changement est-ce qu'on a besoin? Ici, il y a une typologie en fait relativement simple de type de dynamique de changement, et on comprend assez rapidement que ce qui nous intéresse, c'est la dernière ligne. Ce sont des changements qui ont une échelle très 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 large, qui ont une dynamique en termes de temporalité importante, donc il faut faire vite, et qui a une amplitude qui est aussi extrêmement large. On est face du coup à quelque chose qu'on observe très 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 rarement. Donc si l'idée c'est de changer l'ensemble des régimes sociotechniques demain, et qu'on est sur ce type de trajectoire, que c'est ça un peu la donne de base, vous voyez, les contraintes, on est à peu près sûr que ça ne va pas se faire. Parce que ça se fait quasi jamais en fait. Ce type de changement, de transition, de transformation ne se font pas, on ne les observe pas dans la nature en quelque sorte. Et donc ça pose un peu la question de vers où est-ce qu'on va, et là j'ai envie presque de rajouter une couche par rapport à ce que Benjamin nous a présenté en synthèse de la journée d'hier. Je suis très conscient et je suis très content que l'université multiplie ses dimensions d'activité. Qu'aujourd'hui, on a une université qui accueille des activistes, l'ULB en particulier, peut-être, elle essaye d'accueillir une certaine forme de révolte. Mais peut-être qu'il y a une autre dimension qu'il faut qu'on réinvente aussi. Parce que, quelque part, donc moi je suis économiste, je vous ai dit, je crois une grosse partie du problème vient de l'argent. L'argent aujourd'hui, le régime, si vous voulez, socio-technique autour de l'argent est aussi constitué des institutions bancaires. Donc du coup, peut-être qu'il faut commencer à faire banque de façon totalement différente. Et peut-être qu'il ne faut plus faire banque, il faut faire en sorte qu'on puisse faire des transactions entre nous sans passer par le système monétaire ou le système bancaire ou ainsi de suite. C'est génial de véhiculer ce type de message. Moi, je le fais dans mon cours. On a une série de recherches, par exemple, sur des monnaies alternatives. On a des trucs comme ça.
Mais je me pose quand même la question si demain, donc demain, je ne sais pas, dans 20, 30, 40 ans, 100 ans, l'université elle-même, elle ne devrait pas commencer à faire banque. L'ULB est super grande à l'ULB. L'ULB est énorme. C'est un acteur réel en tant qu'institution au niveau de l'ULB. L'ULB, elle fait ça. On a l'impression, mais non, on ne va pas s'inventer banquier quand même. Pourquoi pas? On va voir aussi avec Grégoire, et je crois que vous avez vu ça aussi déjà hier, il y a de plus en plus d'expérimentations qui se passent sur le campus, avec les acteurs. Ces expérimentations sont les alternatives que vous avez vues, toutes ces petites flèches-là. Peut-être que si on veut vraiment commencer à faire partie du changement, il faut qu'on s'invente aussi praticien. Tout comme la faculté de médecine a un hôpital, pourquoi la faculté de sciences économiques et de Solvay, elle n'aurait pas une banque? Pourquoi la faculté d'architecture, vous là-bas, vous n'auriez pas un bureau d'architecture? Pourquoi moi je suis en sciences, pourquoi moi enfin je sais pas ce que je devrais avoir comme pratique, mais quelqu'un va trouver. Je crois que c'est une des questions que moi je me pose de plus en plus, aussi parce que côté banque, on a vu une sorte d'alternative émerger et elle est probablement contrainte dans un mois ou deux de fermer à nouveau ses portes à Bruxelles. Donc parce que peut-être que c'est pas un gros acteur, parce que c'est un acteur qui s'invente à partir d'à peu près rien. Mais l'ULB avec toute sa force, avec ses 30, 40 000 étudiants, plus 10 000 employés, 5 000 employés, est-ce qu'on n'a pas la force pour faire banque demain? Est-ce que Jean Blou ne devrait pas, au lieu de faire juste de la recherche sur l'agriculture bio, est-ce qu'elle ne devrait pas faire du bio et vendre et distribuer et ainsi de suite? Et ça, c'est de plus en plus des questions comme ça que je me pose. Et ça pose évidemment du coup aussi les questions sur le campus et son avenir. Merci.